Merci de choisir Télé7 pour vous informer. Tout de suite les titres de ce journal. La guerre de l'Est, une épine sous les pieds de la Cergel. L'Assemblée plénière du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs devrait s'y pencher en priorité en décembre prochain. C'est l'une des recommandations de la réunion du comité exécutif de cette structure tenue à Kinshasa. La tentative d'assassinat contre le docteur Mukwege, les notabilités du Sud Kivu expriment leur indignation. Dans une déclaration ce samedi, ils exigent des enquêtes autour de cette attaque contre le célèbre gynécologue qui prend en charge les victimes de viol. Une attaque qui a conduit à la mort de sa sentinelle. Voilà tout pour les titres et bienvenue à tous. La situation dans l'Est sera examinée en priorité lors de l'Assemblée plénière des parlements de la Cergel. Ainsi, on a décidé le comité exécutif du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui a clôturé sa réunion vendredi à Kinshasa. Cette quatrième réunion a aussi débouché sur plusieurs recommandations, notamment le renforcement de la diplomatie parlementaire devant accompagner les gouvernements des pays membres de la Cergel dans la mise en œuvre des résolutions prises lors de différents sommets des chefs d'État. Fidlin Kitumbu, Monique Kunda et Baby Malobo. Pendant 2 jours, les parlementaires venus de différents pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs se sont réunis pour discuter et adopter les projets des matières retenues pour la 3e réunion de l'Assemblée plénière prévue à Kinshasa. Ainsi, la situation sécuritaire dans différentes parties conflictuelles de la région des Grands Lacs sera examinée en priorité. Le sénateur Jean-Pierre Lolo Kisanga fait la restitution des résolutions formulées par les participants. Cette réunion du comité exécutif a rappelé à chaque Parlement membre ici représenté l'ensemble et l'essentiel de ses obligations pour le bon fonctionnement du secrétariat général, décidé de fixer des objectifs qui ont trait à renforcer le mécanisme de la diplomatie parlementaire, la diplomatie préventive, pour accompagner nos gouvernements respectifs à mettre en œuvre de traits de mesures arrêtés lors des sommets des chefs d'État et de réunions ministérielles de pays membres de la CIRGL. Le problème de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo a occupé une place de choix lors de ces travaux. Les représentants du premier vice-président du Sénat annoncent la mise sur pied d'un portefeuille parlementaire pour mettre fin à cette guerre. La prise de loi dans nos parlements nationaux, harmoniser nos législations, apporter des actions de bons offices auprès de nos États respectifs pour qu'un certain nombre d'engagements pour la paix, pour la sécurité et la stabilité dans la région soient tenus. Cette réunion s'est clôturée avec une mention de satisfaction. Le deuxième rapporteur adjoint du Sénat remercie les membres du comité exécutif du Forum des parlements de pays membres des CIRGL ainsi que leurs partenaires de la WEPA pour son appui financier, mais aussi le secrétaire général de cette organisation pour la réussite de ces assises. Tentative d'assassinat contre le docteur Denis Mukwege, les réactions ne finissent pas de tomber. Les notabilités du Sud Kivu condamnent cet attentat contre le directeur général de l'hôpital de Panzi, qui prend en charge notamment les femmes victimes de viols dans l'est du pays. Réunis au sein du cadre de concertation des notabilités du Sud Kivu, ils exigent des enquêtes pour rétablir les responsabilités, mais aussi la cessation de ce genre d'attaque contre leur province. On les écoute. Ayant appris avec stupeur et consternation la tentative d'assassinat en date du 25 octobre 2012 à Bukavu, du docteur Denis Mukwege, médecin directeur de l'hôpital général de Panzi, gynécologue de renom, défenseur des droits humains, homme de paix et épris de justice, et dont l'attentat a été perpétré dans des circonstances non encore élucidées. Et ont constaté plusieurs cas similaires visant l'élimination de notre élite, notamment des journalistes, des chefs coutumiers, religieux et autres paisibles citoyens dans la province du Sud Kivu, considérant que pareilles situations peuvent se répéter si l'État congolais n'y prend garde. Au gouvernement de la République, nous exigeons l'ouverture et l'aboutissement d'une enquête sur cette tentative d'assassinat du docteur Denis Mukwege. Des sanctions exemplaires aux auteurs de cet acte ignoble ayant causé la mort de la sentinelle du docteur Denis Mukwege en la personne de M. Joseph Boueni. De poursuivre les enquêtes sur les multiples assassinats
perpétrés au Sud Kivu et dans d'autres provinces à l'encontre de nos compatriotes, lesquels n'ont jamais été clarifiés jusqu'à ce jour. Enfin, de décorer de la plus haute distinction le docteur Denis Mukwege, dont le dévouement pour la prise en charge médicale des victimes des violences sexuelles lui a valu à ce jour 14 prestigieux prix internationaux. Nous joignons nos voix à celles de toutes les personnalités de bonne foi et organismes qui ont condamné avec la dernière énergie cet acte odieux dont il importe qu'il ne se répète plus jamais. Les médias veulent davantage s'impliquer dans la lutte contre l'impunité. Les journalistes de l'Afrique centrale et de l'Est se sont retrouvés en conférence à Kigali autour de cette question. Et le thème débattu était « Rôle des médias dans la lutte contre l'impunité et la promotion des activités de la CPI en Afrique de l'Est et en Afrique centrale ». La restitution de ces travaux a eu lieu samedi à l'hôtel Cana, Ange Matulonga et Evelyn Chibola. La situation sécuritaire à l'est de la RDC demeure préoccupante. Les défenseurs de droits de l'homme et les journalistes qui ont pris part aux travaux de la conférence organisée à Kigali se sont eux aussi rendus compte de cette réalité. Junior Kamunga de la radio Okapi invite les confrères à travailler en synergie avec les défenseurs de droits de l'homme pour effectivement lutter contre l'impunité. Je lance appel à tous les confrères de travailler avec les défenseurs des droits de l'homme, parce qu'elles sont déjà sur le terrain et on sait qu'on a les différentes ONG des droits de l'homme dans notre pays qui travaillent déjà bien, malgré que des fois ils sont étouffés par les pouvoirs, surtout les services de sécurité qui les traquent à tout moment. Afi Musungai de la CNTV exhorte les médias à beaucoup plus de responsabilités car la liberté appelle la responsabilité. Aux journalistes de savoir comment collecter, traiter et diffuser les informations pendant la période de conflit. Ils doivent éviter de diffuser le message qui incite à la haine et ont l'obligation de promouvoir toujours la paix pendant et après les conflits, d'autant plus qu'ils reçoivent la confiance de leurs récepteurs. Maître Jacob Baluichi, secrétaire général adjoint de l'OCDH, dénonce des cas de violation manifeste des droits de l'homme. Ces violences émaillées des violations graves des droits de l'homme ont engendré une instabilité politique et crise de légitimité jusqu'à l'organisation des élections en 2006. Le projet East Africa International Criminal Justice Initiative s'étale sur une période de 3 ans et vise entre autres à pousser des journalistes et surtout leur faciliter l'accès auprès des sources d'information dans les zones de conflit. La société civile du Congo souhaite à tout prix faire partie de la Commission électorale nationale indépendante et la diriger, un vœu qu'elle exprime dans un mémorandum que ses différentes composantes ont déposé ce samedi auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut dire que la société civile qui prend très au sérieux la chose s'implique davantage à l'examen du projet de loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Rosine Martin Bouyamba. Au regard du quota insignifiant attribué à la société civile, dans le projet de loi qui modifie et complète la loi sur la CENI, les acteurs de la société civile ne cachent plus leurs inquiétudes quant à leur participation active dans la prochaine Commission électorale nationale indépendante. La société civile s'en remet à la sagesse et à l'expérience du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit ici d'élaguer des contradictions entre l'option levée dans l'exposé des motifs du projet de loi du gouvernement et de voir une plus grande implication de la société civile à la CENI et le quota combien infime lui attribué dans la composition du bureau de la CENI qui est une institution citoyenne d'appui à la démocratie. Leur démarche consiste à récupérer les consciences déjà frustrées par les irrégularités constatées lors des élections présidentielles couplées aux législatives de novembre 2011. Un seul organe qui avait abouti à des dysfonctionnements, avec des morts d'hommes même au niveau des élections, on ne peut plus revenir sur une formule qui a échoué. Il faut la plénière et le bureau. Tous les regards sont désormais tournés vers la représentation nationale pour rencontrer les attentes de la population ici exprimées par les acteurs non étatiques.
Et la Coalition nationale des organisations de la société civile congolaise appelle à l'unité d'action en rapport avec la restructuration de la CENI et la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Hier, au centre Lindongué, dans la commune de Limete, toutes les organisations ont apposé leur signature au bas de la déclaration, invitant toutes les forces vives de la nation pour une synergie d'action forte en vue d'une prise en compte réelle et significative de la société civile dans la gestion de ces deux institutions d'appui à la démocratie. Les détails avec Oscar Bakandoa. La coalition des organisations de la société civile congolaise reste très regardante face à la question relative à la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante ainsi qu'à celle liée à la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Ici, au centre Lindongué, les structures membres de cette synergie ont signé une déclaration relative à leur unité d'action en rapport avec les deux institutions d'appui à la démocratie. Chaque représentant de ces structures a posé sa signature au bas de la déclaration. Une façon d'approuver ainsi la démarche légitime de la coalition d'arracher une grande participation de la société civile au sein de la Commission électorale nationale indépendante et de la Commission nationale des droits de l'homme. Au niveau de la CENI, ce que nous sommes en train d'attendre, c'est, on a dit dans l'exposé des motifs, l'implication, la plus grande implication de la société civile. La plus grande implication de la société civile, ça ne veut pas dire 2 postes. Désormais, nous sommes unis pour obtenir plus de postes. Et la société civile doit être majoritaire. C'est ici que nous profitons de vos micros pour lancer l'appel sur l'ensemble de tout le pays, sur l'ensemble de notre communauté à l'extérieur du pays, pour que tous nous puissions nous mettre ensemble. Cette fois-ci, nous voulons avoir des bonnes élections libres, démocratiques, transparentes, gérées réellement par la société civile et réunies ensemble dans cette coalition nationale des organisations de la société civile. En effet, le projet de loi organique portant organisation de la CENI proposé par le gouvernement est actuellement sous examen à l'Assemblée nationale. Dans ce projet, il est proposé pour la société civile 2 postes sur les 10 possibles au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Une participation que la coalition considère très faible tenant à la grande participation. Vent de panique après le double tsunami des 28 et 31 octobre 2012 dans le Bas-Congo et la province orientale pour le remplacement de Mbachimbacha et Aoutsaï Asenga. Les personnalités élues ne sont pas celles désignées par les hautes instances de la majorité présidentielle. Contrairement aux échéances précédentes, la politique du mot d'ordre n'a pas porté et ces scrutins ont remonté à la surface les profondes frustrations qui rongent la majorité depuis quelque temps. La palabre à l'africaine reste la meilleure des solutions face au déballage. Et je vous propose à ce sujet ce commentaire de la rédaction avec Rosine Martin Bouyamba. La majorité présidentielle joue son avenir. C'est le moins que l'on puisse dire à la lecture des résultats du double scrutin de 28 et 31 octobre dernier qui ont déjoué tous les pronostics clairement définis au niveau des grandes instances de la famille politique du chef de l'État. 2 candidats donnés au départ pour outsiders ont créé la surprise en prenant haut la main la tête des exécutifs provinciaux de leurs provinces respectives. Dans la majorité, le double échec de Matadi et de Kisangani a créé un véritable tsunami. L'heure est venue pour rechercher des mobiles qui ont fait chavirer le navire. Tous les coups étant permis, chacun y va avec son commentaire pour expliquer cette débâcle. Sans se lancer à la chasse à l'homme, encore moins à la recherche du bouc émissaire, l'heure est venue pour la majorité de s'inspirer de la palabre africaine, mobiliser les troupes pour recadrer le tir et certainement corriger les erreurs pour une coalition plus serrée autour du chef de l'État. Cela d'autant plus que la date du 13 décembre approche. La majorité devra une fois de plus se mesurer devant cette incertitude à des coalitions pour le moins inconnues devant des députés provinciaux désormais imprévisibles. Malheureusement, l'on constate non sans amertume que les différents clans au sein de la majorité ont choisi ce temps d'orage pour se régler des comptes. Aussi, des vieilles querelles ont-elles remonté à la surface. Certains vont jusqu'à dénoncer d'éventuels tops
Ces partis politiques affiliés à la majorité, qui selon ce qui se raconte dans les couloirs, se sont compromis en faisant ombrage aux directives de la direction politique de la plateforme. Serait-ce le moment de déterrer ces querelles internes? Que gagnerait finalement la majorité en se lançant dans un exercice collectif de dénonciation et de déballage? Dans l'opinion publique, tout comme au sein de la majorité, des analyses vont dans tout le sens. Que retenir finalement de ces élections? La vérité est que le double scrutin qui s'est déroulé simultanément à Matadi et à Kisangani n'est que le reflet des problèmes qui, depuis toujours, assaillent la majorité au pouvoir. C'est notamment la gestion des ambitions. Depuis les élections combinées du 28 novembre 2011, une crise couvait au sein de la majorité. Elle a été gérée, voire couverte, dans l'espoir de parvenir à un compromis. Cependant, la succession des événements sur la scène politique, marquée dans un premier temps par le choix du Premier ministre porté sur Matata, suivi de la composition de l'équipe gouvernementale, a agrandi les fissures déjà profondes au sein de la famille présidentielle. S'agissant du choix du Premier ministre, les partis de la majorité autres que le PPRD l'ont mal digéré. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui se considère comme la première force de la plateforme, se serait ainsi accaparé le poste en alignant l'un de ses pions qui politiquement ne correspondait pas à leur profil. La composition du gouvernement est venue en rajouter à la fronde dont les signes étaient perceptibles au sein de la majorité. Tête-à-tête, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et députés nationaux de Mwenga. Après avoir échangé avec les élus du Nord Kivu et de l'Ituri, Fridolin Kassechi s'est livré avec ses interlocuteurs à une autopsie sans complaisance des infrastructures routières de la province du Sud Kivu. Il faut dire que ces entretiens avec les élus du peuple sont devenus un exercice auquel le patron des infrastructures se livre depuis quelque temps. Compte rendu avec Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. C'est un échange convivial entre la délégation des élus de Mwenga et le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Les entretiens ont largement tourné autour de l'amélioration de certaines infrastructures routières importantes de ce coin du pays. Pour ces élus, la route nationale numéro 2 connaît une désiétude sur 132 km, une situation qui étouffe l'économie et la vie de Bukavu, approvisionnée principalement à partir de cet axe. Fridolin Kassechi Musoka apporte des éclaircissements avant de calmer les esprits. Le chantier sur la RN2 est déjà à 7 km de Kamituga. Les équipements resteront en permanence sur cet axe. Nous avons parlé avec lui, il nous a écoutés et il nous a donné des promesses fermes que les engins sont déployés déjà sur la route pour réhabilitation et que au moins ça a déjà commencé le travail. Du moins, nous espérons que d'ici là, Mwenga sera désenclavé. Vous savez que la route nationale numéro 2, c'est une route économique. Et Mwenga, Maniema, ce sont des zones agricoles. Et du moins, si cette route-là est ouverte, je crois que Bukavu sera bien alimenté en produits agricoles. Et les agriculteurs seront aussi encouragés de voir leurs produits écoulés. Les députés nationaux de la ville de Mwenga se réjouissent du projet d'ouverture de la route de Mwenga jusqu'à Kasongo dans la province du Maniema. Le ministre de la TUITPR a demandé à ses hôtes de désigner à ces sujets des points focaux qui seront en contact permanent avec son ministère. L'agence congolaise des grands travaux a organisé une journée de sensibilisation ce samedi à l'intention des propriétaires des maisons situées sur la chaussée du tronçon Upen-Mitendi. Cet axe de la nationale numéro 1 sera élargi dans un proche avenir et des études sont déjà en cours pour ce faire. Un protocole d'accord sera signé avec ces riverains pour leur expropriation. La sensibilisation a eu lieu au quartier UPN dans la commune de Ngalima. Encore une fois, Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. Sensibiliser avant l'action, c'est la démarche entreprise par l'Agence congolaise des grands travaux à travers cette journée de sensibilisation.
Cette organisation devait expliquer aux propriétaires des habitations et occupants des maisons érigées sur la route Upen-Mitendi sur une longueur de 15 km sur le bien fondé de son élargissement. Des études techniques détaillées sont en cours en vue d'élargir la chaussée 2 fois 2 voies. Ces échanges sont en lingala pour une bonne compréhension, animés par le directeur provincial ACGT, Georges Kazadi. Les propriétaires des maisons qui longent la chaussée seront expropriés puis indemnisés par l'État. Nous avons essayé de répondre à leurs principales préoccupations. C'est seul de savoir, ils nous ont donné les préoccupations par rapport aux ouvrages d'intérêt public qui peuvent être affectés, par rapport aux infrastructures d'eau, des communications téléphoniques, de l'électricité, leurs préoccupations par rapport à cela. Et nous avons essayé de leur donner leur réponse à cela. Ce qui est vrai est que les études sont en cours, les études techniques détaillées sont en cours, ne sont pas encore finies. Les études économiques sont en cours, ainsi que les études environnementales. L'initiative est saluée par Christophe Noël Bafumbois, une des personnes concernées qui insiste sur le respect des accords assignés par les deux parties. Ils doivent tenir compte des maisons qui seront atteintes. Parce que nous voyons, il y a des fois, vous venez, là vous détruisez les maisons et à la fin, ils n'arrivent pas à payer ces gens-là. C'est là qui fait mal. L'Agence congolaise des grands travaux promet de garder un contact permanent avec ses riverains jusqu'au début des travaux. Les lauréats du Trophée Carré d'As d'Or édition 2012 seront connus le 9 décembre prochain. Mais bien avant cette date, le comité organisateur de cette compétition sillonne certaines entreprises et institutions publiques et privées pour évaluer la mise en œuvre des critères de sélection. Les membres du comité étaient ce vendredi à la direction générale de la DGDA pour s'entretenir avec les responsables de cette structure, Rosa Wazi et Fiston Bouini. Le meilleur de meilleur dans la lutte contre l'insalubrité seront bientôt connus du grand public. Les comités d'organisation du Carré d'As d'Or 2012 s'est déplacé pour la Direction générale des douanes et assises. Ici, le membre de cette délégation devrait inspecter les conditions du travail, mais surtout l'état des installations de cette régie financière. Deo Rugiza s'est dit pour sa part honoré par cette visite. Il ne faudrait pas que les gens s'habillent convenablement, mais que le milieu dans lequel ils évoluent soit un milieu insalubre. Donc je ne peux que vous féliciter et vous encourager. Le secret chez nous, comme je l'ai dit, c'est une manière de vivre que nous avons choisie. Nous avons la conviction que nous exigeons beaucoup de douaniers pour maximiser les recettes, mais il faut que nous les mettions dans des conditions de travail acceptables, les meilleures possibles. Cette organisation sans but lucratif inscrit son action dans le cadre de la lutte contre la malaria et la fièvre typhoïde. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'inspection, ensemble avec le service d'hygiène. Vous savez très bien que le service d'hygiène a toujours existé. Le service d'hygiène existe et continuera à exister. Plusieurs institutions, dont le Parlement, les entreprises publiques, les agences du système des Nations Unies, les formations médicales, la FEC, appuient les efforts de cette structure. Le rendez-vous est pris pour le 9 décembre prochain. Et en page internationale, précisément en Libye, on parle de remous sociaux. Les partisans du fédéralisme sont descendus ce vendredi dans les rues de Benghazi pour réclamer l'autonomie de la région riche en pétrole. Ils réclament surtout le respect de la Constitution de 1951. Africa 24. C'est ici, à Benghazi, qu'avait débuté le soulèvement populaire contre le régime de Mouammar Kadhafi en février 2011. Un an après la libération totale du pays, les habitants de Benghazi sont de nouveau dans la rue. Munis de drapeaux et de pancartes, plusieurs centaines de Libyens ont manifesté vendredi pour exiger un retour au fédéralisme. Nous exigeons la mise en œuvre de la Constitution de 1951, favorable au fédéralisme. Nous réclamons également un retour des institutions gouvernementales clés qui ont été délocalisées de Benghazi à Tripoli. Le Congrès national a la possibilité de répondre favorablement à nos revendications plus tard vendredi prochain. Faute de quoi, nous réunirons l'ensemble de nos délégués et prendrons la décision de désavouer tous les représentants de l'Est du pays au sein du Congrès national. Les partisans du fédéralisme réclament une plus grande autonomie de cette région, riche en ressources pétrolières. Beaucoup d'entre eux estiment que l'Est du pays a été négligé
depuis la prise du pouvoir en 1969 par Mouammar Kadhafi. Et pour terminer, à 4 jours des élections présidentielles américaines, les Africains s'interrogent sur les retombées de la réélection de Barack Obama sur le continent noir, d'autant plus que ce dernier n'a foulé qu'une seule fois le sol africain. Eh bien, je vous propose les différentes réactions dans ce reportage de Africa 24. Barack Obama est-il le meilleur choix pour l'Afrique? On est bien loin de l'Obamania d'il y a 4 ans. En Afrique subsaharienne, le premier président afro-américain a déçu, n'étant venu sur le continent qu'une seule fois durant son mandat. À 4 jours de l'élection présidentielle, l'enthousiasme des Africains est mitigé. Franchement, je ne sais pas si l'un d'entre eux pourra vraiment apporter plus ou moins à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique en général, mais je dirais plutôt cette élection, le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à savoir qui pourra relancer l'économie américaine. Relancer l'économie américaine, mais aussi africaine. Pour les experts, l'élection de Barack Obama est nécessaire au développement du continent et doit servir à attirer davantage d'investisseurs américains peu présents en Afrique face à la concurrence chinoise. Les programmes que chaque candidat présentera ou que chaque candidat adoptera après son élection influeront beaucoup sur l'environnement économique interne et que cet environnement économique interne, même si entre l'économie américaine et l'économie africaine, il n'y a pas de grands effets d'entrée. Mais nous pensons que cela pourrait avoir un impact en termes de mobilisation des investisseurs américains pour le continent africain. Certains sont même convaincus que le président Barack Obama est le meilleur candidat possible pour stimuler l'économie africaine. Si Mitt Romney devait être élu, alors nous pouvons dire au revoir au soutien américain en Afrique. Mitt Romney est un homme d'affaires. Obama est un homme comme nous. Si Mitt Romney vient sur le continent et est prêt à faire des affaires dans un pays d'Afrique, il va tout de suite penser « combien vais-je gagner ?» S'il ne gagne rien, alors il ne reviendra pas. L'Afrique subsaharienne est passée pourtant totalement inaperçue lors de la campagne présidentielle de Barack Obama, axée sur les enjeux nationaux comme le chômage ou la crise financière. Les Africains devront patienter encore jusqu'au 6 novembre prochain pour découvrir si le président Obama fera mieux qu'en 2008. Et voilà qui met un terme à cette édition de Journal télévisé. Merci de l'avoir suivi et surtout bon week-end à tous. Au revoir.